Merci d'être revenu pour cette série de webinaires Les essentiels de la filière. Donc tout d'abord, je voulais remercier nos financeurs, donc la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et l'Union européenne. Donc les filières qu'on vous propose dans cette série ont été choisies en fonction des réponses qui ont été données lors des questionnaires de l'arrachage en 2025. L'idée, c'est pas forcément de vous dire quoi faire, mais c'est de vous apporter des réponses de réflexion, notamment sur l'opportunité de l'agriculture biologique. Mais c'est aussi de vous donner des outils et de vous mettre en relation avec des personnes ressources pour vous aider à avancer dans votre démarche. Je crois qu'il y a de nouveau quelqu'un qui arrive. Il faut que je les valide. Hop, voilà. Du coup, donc moi je me présente, je suis Marine Dudot, je travaille en Gironde et je suis animatrice des collectifs bio. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole à Julia. Je vais te laisser te présenter et c'est surtout toi qui vas parler. Oui, donc bonjour, moi c'est Julia Crombé, je travaille à la Chambre d'agriculture interdépartementale de Sèvres Charente-Maritime et je suis conseillère en arboriculture fruitière. Donc j'interviens sur diverses espèces, mais mon domaine plus d'expertise, c'est vraiment les fruits à pépins, puisque c'est les espèces qu'on a le plus dans nos deux départements, donc pommes et poires. Et donc, pour vous donner un peu plus d'éléments, au niveau de mes missions, je fais beaucoup d'accompagnement de collectifs. J'anime un groupe défi notamment. J'anime aussi un collectif bio et, euh, et encore un autre groupe. Et ensuite, je fais un peu de mission de suivi biologique du territoire pour le BSV et divers accompagnements techniques un peu plus individuels. Impeccable. Donc du coup, l'idée c'est qu'on fasse ça sur 1 heure. Et qu'on on traîne pas trop parce que voilà, on vous a déplacé le webinaire, on en est désolé, quelques petits problèmes techniques. Donc c'est qu'on vous prenne pas trop de temps. Merci de vous être rendu disponible aujourd'hui. Donc le programme, on va d'abord parler un peu de la filière en Nouvelle-Aquitaine, ensuite les références technico-économiques, quelques prérequis techniques, le calendrier opérationnel et sur la fin un peu la boîte à outils, les personnes ressources, voilà, dont Julia, si vous avez besoin. Voilà, donc je vous présente quelques chiffres sur l'implantation des pommiers et poiriers en Nouvelle-Aquitaine. Ici, vous avez un tableau qui avait été édité par la DRAF il y a 2 ans, il me semble, avec les surfaces et l'évolution entre 2010 et 2020. Donc j'ai encadré les lignes du pommier et du poirier, mais voilà, j'ai tout laissé au cas où, enfin voilà, par curiosité, vous souhaitiez voir d'autres chiffres. Donc, ce qu'on peut voir, c'est grosso modo le pommier. On a environ 7000 hectares en production sur la Nouvelle-Aquitaine en 2020. Je pense que ça n'a pas énormément évolué depuis 2020. On a une petite tendance à la baisse quand même pour le pommier. Donc, ces 7000 hectares, ils sont répartis sur environ 1400 exploitations. Donc, vous voyez qu'on a une petite baisse quand même du nombre d'exploitations entre 2010 et 2020. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on a perdu 352 exploitations. Mais il n'en reste pas moins qu'on produit quand même 15% de la production nationale en pommes, donc c'est pas négligeable. Et en poirier, les surfaces sont moindres. On a environ 300 hectares de poiriers. En général, en fait, c'est sur les mêmes exploitations. On n'a pas d'exploitation vraiment dédiée aux poiriers. C'est des producteurs de pommes qui ont aussi pour certains une part de poiriers sur leur surface. Et donc, ces 300 hectares, voilà, sont répartis sur 270 exploitations. Et là, on représente un peu moins en part de production nationale, autour de 5%. Les grosses zones de production du poirier en France, il y a le nord de la France et le Val-de-Loire surtout. Et un petit peu pour la Williams dans le sud-est. Mais c'est une source de diversification quand même intéressante. Donc les zones de production principales en Nouvelle-Aquitaine, on a donc le Limousin avec l'AOP Pomme du Limousin où ils produisent notamment de la Golden, mais aussi d'autres variétés.
Je pense que c'est la zone la plus importante en termes d'hectares. Ensuite, on a le Lot-et-Garonne, là, autour d'Agen, où on a diverses productions de fruitiers, mais on a dont des pommiers. À côté, c'est hors Nouvelle-Aquitaine, mais vous voyez la grosse. J'ai la main sur le curseur. Les gens voient mon curseur bouger ou pas? Je Non, on t'entends voit pas pas. ton curseur. D'accord. Ah, si, quelqu'un me fait un petit pouce, donc si, ils doivent le voir alors. C'est le mien, je pense. Ah, d'accord. Alors, dis-moi quel côté tu... Bah là, je montre la zone de Montauban, là. Plus bas. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc c'est le tien. Bon, ben c'est pas grave, je vais faire sans le curseur. Donc après, à côté un petit peu en dessous d'Agen, c'est la zone de production de Montauban-Moissac, qui est vraiment une grosse zone de production. Je pense que c'est la zone numéro 1 en France, quoi. Là, c'est très dense, très intensif sur ce secteur-là. Et donc, dans mon secteur, on a la Gâtine, qui est donc en Deux-Sèvres. Et en Charente-Maritime, on a un peu de production aussi autour de Saintes et de Jonzac. Et puis pour les poiriers, bon, bah, on en retrouve voilà, un peu partout dans les zones de production qu'on a citées précédemment. Donc on peut passer à la diapo suivante. Oui, merci. Donc les débouchés principaux, les filières sur notre secteur, c'est principalement de la pomme et poire de table, donc à croquer. Euh, on n'a pas, enfin de la filière d'industrie en fait en général, c'est un débouché secondaire des et poires de table. On a très peu de vergers dédiés à l'industrie dans notre secteur. Mais ça peut exister quand même. Donc, il y a des opérateurs indépendants, donc c'est-à-dire des gens qui produisent et qui font leur vente, soit en vente directe ou en local, ou qui ont trouvé leur débouché individuellement. Et puis après, on a des coopératives. Donc, par exemple, dans le Limousin, on a les coopératives Perlim et Lim d'Or. Et en Deux-Sèvres, on a une organisation de producteurs qui s'appelle Pomme Évasion. Et en Lot-et-Garonne, il y a plusieurs opérateurs également, notamment la COFRA ou Trois Domaines. Voilà, donc et donc il y a des labels qui existent. Donc bien sûr, il y a des opérateurs en bio et des coopératives qui récoltent du bio. Et on a des opérateurs qui sont HVE. Et on a beaucoup aussi une grosse part du verger de pommes et de poires qui sont labellisés verger éco-responsables et qui font partie, qui adhèrent à l'ANPP. L'ANPP, c'est l'Association nationale pommes-poires. Voilà, donc ça, c'est important un petit peu d'avoir une représentation de la filière au niveau local si vous souhaitez vous diversifier, parce que ça va faire partie de la réflexion sur où est-ce que je vais vendre, est-ce que si je souhaite adhérer à une coopérative et ne pas m'occuper moi-même de mes ventes, il faut qu'il y ait une coopérative qui soit à la recherche de nouveaux agriculteurs et qui soit suffisamment à proximité pour que je puisse apporter chez eux. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc quelques prérequis techniques. Donc les fruits à pépins, pommiers, poiriers sont quand même assez peu exigeants par rapport à d'autres espèces de fruitiers au niveau du sol. Donc les sols sableux, argileux, limoneux, argileux peuvent convenir. Il faut quand même s'assurer qu'on ait une profondeur de sol suffisante pour l'implantation du fruitier, donc au moins 50 centimètres. Et par contre, ce qu'il faut éviter, comme pour un peu toutes les espèces, c'est les zones hydromorphes. Il ne faut pas qu'on ait des excès d'eau qui durent trop longtemps euh, pour éviter l'asphyxie racinaire et puis également les maladies qui pourraient se développer, notamment on a le phytophthora qui est une maladie du collet. Après, si un pommier il reste pendant même des fois 2, 3 semaines un peu les pieds dans l'eau, il va y survivre normalement. Euh,
Et donc, il faut éviter les pH qui soient trop acides ou trop basiques, mais en cas d'acidité trop importante, hein, c'est ce qu'on a par exemple, on a le cas dans la Gâtine ou en Deux-Sèvres. Dans ce cas-là, on peut toujours redresser avec du chaulage. Et donc, bon, même s'ils sont assez peu exigeants, par contre, ils ont besoin d'apports nutritifs, hein, donc il faut s'assurer d'avoir une bonne fertilité du sol. Donc, par exemple, si on a un sol vraiment trop sableux dans lequel on n'arrivera pas à nourrir notre pommier, on déconseillera la plantation sur un sol de ce type-là. Et bon, c'est à peu près les mêmes conditions pour les deux espèces, mais on sait que les poiriers supportent un tout petit peu mieux les excès d'eau que le pommier. Par contre, en contrepartie, eux, ils vont être encore plus sensibles à la sécheresse. Ils auront encore plus besoin d'eau que le pommier. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, au niveau irrigation, donc l'irrigation est impérative sur ces deux cultures. Donc, je sais qu'il y a déjà eu un webinaire sur l'eau. Donc voilà, il faut d'abord savoir si on a un accès à l'eau et si on n'est pas sûr de se renseigner pour savoir s'il serait possible d'avoir un quota d'eau et de monter à une installation, soit forage, soit retenue. Donc, le matériel qui est utilisé pour irriguer les fruitiers à pépins, c'est soit du goutte à goutte, soit de la micro-aspersion. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'aspersion sous frondaison, que la ligne d'eau est au même niveau que le goutte à goutte, mais au lieu d'être des goutteurs qui goûtent, ce sont des petits micro-asperceurs qui vont envoyer de l'eau sur une surface plus large. Et après, on a aussi l'aspersion sur frondaison. Donc là, c'est des cannes d'irrigation qui montent au-dessus de la canopée et qui vont faire de l'aspersion sur une plus grande surface et qui sont un petit peu plus consommateurs en eau également. Le goutte à goutte étant le matériel le plus économe. Donc les besoins en eau des pommiers et des poiriers sont à peu près les mêmes, hein. On va dire entre 1200 et 2500 mètres cubes par hectare d'irrigation en fonction du climat et du type de sol. Les 2500 mètres cubes dans nos départements, ça va être plutôt pour les années où on a vraiment des sécheresses assez prononcées. Mais il faut plutôt se préparer à ça au niveau de votre volume disponible. Et comme je disais tout à l'heure, le poirier, par contre, est encore plus sensible au manque d'eau. Donc, en dessous, je vous ai mis un petit graphique qui traduit la répartition de la consommation en eau de la culture du pommier par, par mois. Ça vient d'un document du bassin sud-ouest, en fait, sud-est, pardon. Donc, chez nous, peut-être, il y a une consommation légèrement inférieure, mais bon, la répartition est grosso modo la même. Donc, vous voyez que les mois les plus importants, enfin, qui vont consommer le plus d'eau, ce sera mai, juin, juillet, août, et un petit peu en septembre, avant la récolte. Chez nous, ce sera d'autant plus juin, juillet, août, quand même, en général, où il y a plus de consommation d'eau. Voilà, donc un autre prérequis, c'est de réfléchir un petit peu à la protection des incidents climatiques, puisqu'il peut y avoir donc un risque de grêle qui va impacter les fruits et les rendre souvent invendables, ou en tout cas pas sur le marché de catégorie 1 ou de catégorie 2, ça devra partir à l'industrie. Le gel, donc là qui provoque carrément une absence de fruits, s'il est très fort. Et la sécheresse, donc la sécheresse, ça induit des problèmes de grossissement des fruits. Donc là, vous avez quand même des fruits, mais ils sont plus petits, donc déjà, ça réduit le tonnage. Et puis surtout, en fonction du marché envisagé, on peut ne pas être au calibre commercial. Et donc, les prix de vente sont réduits de manière un petit peu exponentielle, quoi, en cas de problème de calibre.
Bon, déjà, la sécheresse, c'est un des moyens de protection numéro un, c'est surtout d'avoir l'irrigation et en suffisamment de quantité pour éviter ces problèmes de grossissement. Normalement, ça doit suffire en général, même si on assiste ces dernières années, malgré l'irrigation, sur les saisons très, très caniculaires, les années très caniculaires, on le voit quand même qu'on a dans certains sols des grossissements moindres. Pour la grêle, les possibilités de protection, elles sont bien connues, c'est les filets para-grêle. Sur les nouveaux vergers, c'est quand même assez fréquent que des filets para-grêle soient prévus à la plantation ou dans les 2 années qui suivent la plantation, au moment de la mise en production. Pour le gel, on a différentes méthodes de lutte anti-gel. Donc l'aspersion sur frondaison. Donc on a parlé tout à l'heure de l'aspersion sur frondaison pour l'irrigation, mais cette méthode sert aussi à protéger du gel. Et après, on a d'autres méthodes comme les tours à vent que vous connaissez si vous faites de la viticulture ou les bougies. Voilà, et après, en absence notamment de ces méthodes de protection, ou même si on a ces méthodes de protection, il y a maintenant les assurances multirisques climatiques qui existent et qui sont subventionnées en partie par l'État et qui permettent voilà, d'avoir un retour économique si on est exposé à un de ces incidents. Ou alors, bah, après, la dernière solution, c'est vraiment l'auto-assurance, donc c'est-à-dire d'avoir toujours les fonds disponibles pour pallier à une année déficitaire. Passer à la diapo suivante. Traitement phytosanitaire, je l'ai mis dans la partie prérequis parce que pour moi, ça fait partie quand même des réflexions à avoir en amont, c'est-à-dire est-ce que j'ai la disponibilité en temps et aussi l'envie de passer du temps à faire des traitements phytosanitaires, parce que ce sont 2 cultures qui nécessitent quand même un nombre de traitements importants à l'année. Un programme phytosanitaire type en fruits à pépins, c'est entre 20 et 40 passages annuellement. Donc en conventionnel et aussi en AB, hein, en agriculture bio, on passera tout autant, voire même souvent un tout petit peu plus, avec des produits un petit peu moins rémanents. Et donc ça, c'est une période qui est quand même intense en passage, de mars à fin mai en conventionnel, et puis ça déborde un peu plus l'été aussi en bio, puisque notamment on a des traitements contre les chenilles qu'il faut répéter souvent, qui ont des rémanences plus faibles que les produits utilisés en agriculture conventionnelle. Donc voilà, ce qu'il y a principalement à traiter, c'est au niveau fongique la tavelure, le black rot, qui n'est pas le même black rot que celui de la vigne, mais qui est d'une espèce cousine, on va dire. Et le chancre. Donc le chancre, ça affecte les bois notamment, mais aussi les feuilles et les fruits. Et au niveau des ravageurs, on a notamment le puçon cendré, le carpocaps, qui est le ver de la pomme, et la tordose orientale du pêcher, qui atteint le pêcher, mais qui atteint aussi le pommier, et qui est similaire un petit peu au carpocaps. Donc voilà, avec la répartition des passages, j'ai mis environ 15-20 passages pour les fongies et environ 10 passages pour les insecticides. Donc par rapport à la vigne, on est encore un petit peu plus soutenu que la vigne, ou en tout cas plus long, parce que ça débourre plus tôt et on continue enfin, on a des protections insecticides peut-être un peu plus qu'en vigne. Voilà. Et puis, oui, il y a un point important que je voulais quand même qu'on note dans les prérequis par rapport au poirier, c'est qu'actuellement, dans notre zone, on a une contrainte forte au niveau ravageur sur les poiriers, qui est la punaise diabolique. La punaise diabolique, elle est présente sur pas mal d'espèces, mais elle fait plus ou moins de dégâts en fonction des espèces. Donc, on a beaucoup entendu parler, par exemple, des noisettes ou du kiwi qui avaient des dégâts importants en punaise diabolique, mais la poire fait aussi partie de ces espèces. Actuellement, la gestion est devenue très compliquée chez nous.
On n'a pas tellement de méthodes efficaces, à part de mettre des filets, pas seulement les filets paragrèles, mais des filets tout autour des parcelles. Donc, c'est quand même à réfléchir si vous souhaitez implanter une variété de poirier. Donc, il y a quelques variétés qui sont un petit peu moins sensibles. Donc, allez de préférence vers celle-là si vous faites des nouvelles plantations de poiriers. On peut passer à la diapo suivante. Je vois qu'il y a des questions. Comment on fait? On les prendra au moment des questions? Ouais, ok. Donc, il y aura bientôt un petit Pardon, point. je te les lirai une fois qu'on Ouais, sera à la diapo question. ok. Donc, déboucher circuit de vente. Ah bah, je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure quand on a parlé des filières existantes au niveau local. Mais voilà, c'est un prérequis important d'avoir réfléchi à son débouché. Est-ce que je vais faire de la vente directe? Si oui, envisager le temps à passer pour faire ces ventes, conditionner les fruits, etc. Est-ce que je me sens une âme commerciale et commerçante à aller vendre moi-même mes fruits? Et puis si c'est pas mon choix, est-ce qu'il y a une coopérative dans le secteur qui serait à même d'acheter mes fruits? Voilà, et donc en cas de vente directe, un petit peu analyser aussi les questions de concurrence dans le secteur. Du coup, alors, je fais la première question qui nous a été posée par Julie et après je vous propose s'il y en a d'autres que vous ouvriez vos micros pour les poser. Voilà. Donc la première question, c'était peut-on faire des fruits de table et sur les mêmes arbres des fruits d'industrie avec les plus abîmés? Oui, c'est tout à fait possible. Ce qui se passe dans la plupart des cas, en fait, c'est que tout est récolté dans les mêmes paddocks à la récolte et que c'est plutôt après, au moment du conditionnement, du travail des fruits, avant la conservation, soit enfin, au milieu de conservation, au moment de trier les fruits, que la partie la plus jolie part en pomme de table et que le reste part à l'industrie. Soit dans les coopératives, ils ont vraiment des machines de précalibrage qui font automatiquement le tri avec des caméras, etc. Ou bien dans les plus petites structures qui font eux-mêmes leur vente, c'est trié plus ou moins à la main. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, on peut même parfois trier un peu dans le verger, notamment les premières pommes qui sont ramassées, les plus belles, les plus grosses, celles qui ont mieux coloré, etc., sont récoltées en première. Et puis, on peut repasser une deuxième fois un peu plus tard pour récolter le reste qui aura plus de mal à grossir, etc., la qualité moins jolie. Et puis ça, le faire partir directement pour l'industrie. Après, il n'y a pas de... Forcément, ils auront reçu le même programme phytosanitaire dans les deux cas. Si on veut vraiment alléger un programme, on sera plus dans le cas d'un verger entièrement dédié. Et, hum, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, après, je connais pas de cas, par contre, de verger où il y aurait un premier passage qualité et après un système de récolte mécanique en vibrant les arbres, etc., comme ça se fait en cidre, par exemple. Donc ça, en pomme de table, je pense que les arbres, notamment sur porte-greffe faible, sont pas assez costauds pour pouvoir subir un vibrage. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, on passe à la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Ah, Julie, de nouveau, est en train d'écrire. Alors, Julie pose la question de la main-d'œuvre à la récolte. On va y revenir après. On parle des temps de travaux Mm. et un peu de comment tout ça, ça se goupille. Référence technico-économique. Donc voilà, j'ai commencé par mettre quelques petites photos pour ceux qui
pourrait ne pas visualiser exactement à quoi ressemble une plantation de pommier. Donc là, ce que je vous présente, c'est des plantations, on va dire, assez classiques en axe palissé. C'est voilà, ce qui représente la grosse majorité des surfaces actuellement. Après, on pouvait aussi avoir des vergers un peu différents, plus en extensif. Et on a un petit retour de ce mode extensif, voilà, dans un petit peu sur des plus petites surfaces et puis souvent en diversification. Là, les chiffres que je vais vous présenter, c'est plutôt des chiffres qui correspondent là à ce que vous voyez sur la photo, les plantations, on va dire, classiques de ces 30 dernières années, quoi. Donc, vous avez des plans qui sont espacés en général attends, si on peut revenir juste sur la diapo d'avant. Pardon. Des plans qui sont plantés tous les mètres sur le rang, avec des interrangs en général d'environ 4 mètres. Donc, vous voyez ici l'irrigation qui a été installée. Donc là, sur la photo, il s'agit de micro-aspersion. Les poteaux, il y en a allez, là, il y en a tous les 5 arbres, mais ça peut être 5, 6 arbres, voilà. Et après, vous avez des fils qui permettent ensuite d'attacher les arbres au fur et à mesure de leur croissance pour qu'ils grandissent bien dans le sens où on veut qu'ils grandissent. Voilà, ici, c'est du biax qui a été planté, donc c'est-à-dire que c'est de jeunes sions, mais qui ont déjà leurs 2 axes de formés pour faire du biax, mais vous pouvez avoir aussi des plantations en axe simple. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante, où vous avez plutôt des arbres adultes. À droite et à gauche, ce sont des pommiers, au milieu, ce sont des poiriers. Et donc les poteaux, oui, les poteaux, ils peuvent être en bois ou en béton. Là, c'est du goutte à goutte qu'on voit sur les 2 photos. Et puis, sur la photo de droite, vous pouvez voir des filets paragrèles classiques, quoi, qui ont été installés. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, ici, je vous ai mis des références de coûts de plantation. Donc, ça vient des travaux qu'a fait la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne en 2023. Donc, peut-être que ça a un tout petit peu évolué, les prix, mais grosso modo, ils sont toujours à peu près d'actualité. Donc, c'est pour l'hypothèse d'un verger qui serait planté en 4 mètres par 1, donc avec 2500 arbres par hectare. 6 arbres entre 2 piquets, des piquets de 5 mètres, avec 6 fils de fer en hauteur. Et donc, vous avez les travaux de préparation avant la plantation qui représentent environ 6 000 € par hectare, dont l'amendement et la fertilisation. La plantation en elle-même, donc c'est-à-dire bon, c'est surtout le coût des plants, hein. Vous voyez, il y en a pour 18 000 € de plants environ. Un plan à l'heure actuelle, un sion de 1 an, ça coûte entre 8 et 10 € le plan, avec les protections. Donc au total, on en a pour 20 000 € à peu près de plantation. Et puis ensuite, donc on a les coûts d'installation d'irrigation, environ 3 600 €. Le palissage qui coûte assez cher aussi, c'est surtout les poteaux en fait. Donc environ 15 000 €. Les filets paragrèles, environ 7 000 € si on souhaite. Donc ça, c'est une option, mais qui est quand même souvent envisagée. Et puis ensuite, on a l'entretien pour la première année, la deuxième année, où on ne produit pas de fruits. Les arbres en axe comme ça classique vont se mettre à produire un petit peu à partir de la troisième année et vont rentrer voilà, en rythme de croisière à partir de la cinquième année, grosso modo. Voilà, donc au total, c'est quand même des coûts importants d'implantation. Hors main-d'œuvre, on va être autour de 60 000 € de l'hectare, quoi. Si on a tout installé, hein, y compris filet paragrèle, un palissage bien conséquent, etc.
Donc ça, je ne sais plus si je l'ai mis après, mais il y a quand même des aides qui peuvent exister aussi hein, pour aider à couvrir ces travaux d'implantation. Déjà, quand on fait partie d'une coopérative, d'une OP, il y a enfin, l'État qui, via l'Europe, prend en charge une partie des coûts. Ça représente 50% en général pour les membres d'une OP. Et pour les gens qui ne sont pas en OP, tous les ans, il y a des programmes de France Agrimaire qui ouvrent et qui permettent de prendre en charge une partie de ces coûts. C'est plus de l'ordre de 20 à 30% de l'investissement. Et tout le monde n'est pas sélectionné tous les ans. Donc ça, c'est un petit peu plus aléatoire comme aide, mais c'est possible de l'obtenir, notamment pour les jeunes agriculteurs ou les producteurs bio, où c'est un petit peu plus facile à obtenir. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Ah voilà, Tac. bon, c'était voilà. Ah oui, donc Tu l'as dit. si je peux quand même dire aussi que hormis si on revient à la diapo d'avant. Ouais, donc j'ai mis aussi PCAE Nouvelle-Aquitaine parce que la région Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à maintenant, n'accorde pas d'aide pour la plantation en elle-même, mais par contre, il y a des aides qui existent pour les investissements matériels. Donc, par exemple, le matériel de désherbage mécanique. Certaines années, on peut avoir des aides pour les filets paragrêles, les filets anti-insectes, le matériel d'irrigation économe, comme le goutte à goutte, par exemple, aussi, peut être aidé par la région. Donc ça, c'est d'autres chiffres ressources pareil, qui viennent de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, avec les coûts en main-d'œuvre pour produire, les coûts de ferti et d'intrants phytosanitaires, notamment un petit peu l'irrigation aussi. Donc pour différents rendements types. Donc, vous voyez, hein, au total, bon, il y en a quand même autour de 2000 € de produits phytosanitaires annuels, 780 € de fertilisation environ. Et puis la main-d'œuvre qui représente le poste le plus important hein, en fruits à pépins, puisqu'il y a la récolte, mais il y a aussi l'éclaircissage manuel, on verra tout à l'heure. Et donc, ça représente environ 10 000 € par hectare annuellement. Il faut penser à l'irrigation, puis à divers petits à côté. Ici, donc, les chiffres qui présentent en Tarn-et-Garonne. En Tarn-et-Garonne, il y a beaucoup de coopératives. Donc, en fait, là, ce sont des chiffres qu'on appelle bord verger. Donc, c'est-à-dire qu'on produit uniquement. Et donc, ce sont vraiment que les coûts de production. Et après, ça part à la coopérative qui, à la fin de l'année, nous rémunère un prix au kilo qui sera forcément beaucoup plus bas que si on fait nous-mêmes notre vente, où on a des prix au kilo qui sont plus élevés, mais par contre, on a des charges supplémentaires qui sont celles liées au conditionnement, au stockage et à la vente des fruits. Donc ici, les coûts correspondent vraiment à du bord verger et les rémunérations aussi. Donc vous pouvez voir que si on est en coopérative et qu'on a produit 40 tonnes, admettons, à 55 centimes du kilo de rémunération, on a un total de produit de 22 000 €, on retire les charges totales de 15 000 € et il nous reste une marge hors aide de 6 700 € par kilo. Et on passe en négatif si on a moins de 30 tonnes de rendement et que le prix de rémunération est en dessous de 45 centimes, grosso modo. Voilà, donc tout ça, tous ces chiffres, évidemment, ce sont voilà, des idées, mais il faut les adapter à votre propre situation et à ce qui est envisagé en termes de commerce. Alors, on peut passer à la diapo suivante.
Donc ça, c'est le matériel type, le parc matériel type dont il faut disposer pour ces productions. Donc des tracteurs, il en faut plusieurs hein, pour les différents travaux, puis pour voilà, en cas de panne aussi. Un épandeur, donc là, c'est un matériel type en bio que j'ai mis. Donc il y a quelques matériels qui seront adaptés si c'est en conventionnel. Donc bon, en bio, il vous faut un épandeur à fumier ou et à compost qui épandent de manière localisée sur le rang. Bon, Herbanet, enfin, en gros, un matériel ou plusieurs matériels, outils de désherbage mécanique. Ces dernières années, ce qui est beaucoup utilisé en bio, c'est l'Herbanet, effectivement, donc celle qui figure dans la liste là. C'est un système avec des fils rotatifs, mais si vous faites de la viticulture, vous connaissez certainement. Mais on peut avoir d'autres matériels, hein, comme en viticulture, Intercept, avec soit des lames, des brosses, ou uniquement de la tonte aussi. La tonte, uniquement la tonte, c'est pour plutôt les vergers bien installés, plutôt adultes. Donc ensuite, une tondeuse interrang, un broyeur interrang, un broyeur aussi qui broie les bois de taille, après la taille d'hiver. Un décompacteur sous scelleuse ou bien au moins un prestataire qui puisse le faire. Bon, là, ils ont mis les filets. Pour moi, c'est plutôt installation au moment de la plantation, l'irrigation. Donc, pulvérisateur atomiseur au minimum 1. C'est en fonction de la surface, potentiellement plusieurs. Et puis d'en avoir plusieurs, ça permet de pallier à la panne. Distributeur d'engrais, des sécateurs, une plateforme de taille. Donc, vous voyez, j'ai mis la plateforme de taille en photo à droite. Donc ça, si vous avez des arbres à 4 mètres sur une plantation classique, c'est à peu près obligatoire, enfin nécessaire d'en avoir une. Après, il y a encore quelques exploitations qui taillent avec des échelles ou d'autres systèmes, et qui récoltent également avec des échelles, etc. Mais souvent, il nous faut, enfin, le plus souvent, les exploitations disposent de plateformes, donc des palox ou des caisses de récolte et des caisses de récolte. Après des remorques, gerbeur à palox, frigo. Donc ça, c'est dans le cas où vous fassiez vous-même votre vente, où il faut bien sûr dimensionner les frigos en fonction de votre rendement escompté. Et pareil pour la calibreuse, c'est si vous êtes hors coopérative et que vous faites vos ventes. Après, pour les véhicules de livraison aussi. Donc, en conventionnel, on aura besoin d'une rampe de désherbage potentiellement à la place du matériel de désherbage mécanique. Voilà, on peut passer. Pour le pulvérisateur, vous pouvez avoir certains pulvés utilisés en viticulture, si c'est du simple turbine par exemple, qui peut être un petit peu similaire ou en tout cas suffire pour les premières années de production tant que les arbres ne sont pas arrivés trop haut. Donc après, pour le calendrier opérationnel et les temps de travaux, donc là, on a fait une petite frise au cours de l'année. Donc l'hiver, on a la taille qui va débuter en décembre et finir potentiellement fin février, début mars, mi-mars, voilà. Donc ça représente entre 60 et 120 heures par hectare. Donc là, la fourchette, elle est assez large parce qu'en fait, ça dépend vraiment du mode de conduite des arbres, des variétés, etc. Il y en a qui vont vraiment faire une taille où ils fignolent, où ils vont vraiment dans le détail, et puis d'autres qui vont avoir une taille quand même assez sommaire. Ensuite, on a les travaux d'entretien généraux, les traitements phytosanitaires, le désherbage, entretien de l'irrigation, enfin, surveillance de l'irrigation, etc. Ça représentait au total, sur toute la saison de production, une 50aine d'heures par hectare. Si on a des filets par agrêle, il faut prévoir chaque année, après la floraison en fait, de les déployer. Et après la récolte, ils sont réenroulés pour éviter qu'ils s'abîment de trop. Et puis de toute façon, pendant la floraison, il vaut mieux qu'ils soient ouverts pour une meilleure circulation des pollinisateurs aussi. Donc ça va représenter une 40aine d'heures au total par hectare par an. Pose et dépose des filets. Et c'est là qu'il faut absolument aussi les plateformes.
Et donc en juin, il y a une phase un peu clé aussi au niveau de la main-d'œuvre qui est celle de l'éclaircissage manuel. Donc l'éclaircissage manuel, c'est quand on enlève les fruits surnuméraires pour garantir un bon calibre et une charge de l'arbre optimisée. Donc là, il faut souvent faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Donc, ça représente environ 100 à 150 heures par hectare et qu'il faut réaliser dans un temps assez court puisqu'on a le mois de juin pour le faire, en gros. Et ensuite, bah, on a la récolte, bien sûr, qui représente aussi beaucoup d'heures hectares. Donc là, bah, c'est très variable en fonction du rendement. Donc, j'ai mis entre 200 et 500 heures par hectare. Donc là, c'est là aussi où, bien sûr, il vous faut faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Voilà, on a vu le calendrier. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, j'ai mis un exemple d'un calendrier avec des temps de travaux en heures par mois. Donc, 1, c'est janvier, 2, c'est février, etc. Et vous avez, donc c'est un exemple ici d'une exploitation en bio, qui fait 7 hectares, qui fait sa vente eux-mêmes et qui sont diversifiés pommes-poires. Donc là, c'est un exemple réel qui vient du sud-est de la France, mais c'est à peu près similaire à ce qu'on retrouvera chez nous. Donc vous avez le temps de l'exploitant hein, en heures mensuelles. Donc là, on voit que c'est assez stable au cours de l'année. Ils ont un salarié. Donc pareil, sauf qu'il a l'air de prendre ses vacances au mois de juillet, là, dans l'exemple. Et puis, c'est surtout pour vous montrer les temps de saisonniers, en fait. Donc, les temps de saisonniers, là, c'est au mois de mai chez eux. Ouais, faut tout décaler à peu près d'un mois. Chez nous, c'est plus au mois de juin. Et pour l'éclaircissage manuel. Et ensuite, c'est la récolte. Hein. Voilà, donc chez eux, août, septembre, octobre. Et nous, ce sera plus septembre, octobre et début novembre. Donc là, je vous donne quelques contacts en fonction voilà, du département dans lequel vous vous situez. Donc, vous retrouvez les noms des conseillers des chambres d'agriculture qui s'occupent des fruits à pépins. Donc, en Corrèze, on a Sandra Chatufo. Et après, il y a les coopératives qui ont aussi des techniciens. Donc, Perlim, Lindor, par exemple. Dans le Lot-et-Garonne, vous avez Rémi Muller qui est conseiller à la Chambre du Lot-et-Garonne qui s'occupe entre autres des fruits à pépins. En Dordogne, vous avez Vraël Bernard qui est conseiller fruits à coque et fruits à pépins. Et puis, vous avez de nouveau mes coordonnées avec mon numéro de téléphone si vous avez des questions bien particulières. Et au niveau on va dire, de la filière et de l'écosystème de la filière, il y a un point important, c'est l'ANPP, hein, l'Association nationale pomme-poire, ceux qui font le label verger éco-responsable aussi, et qui sont assez actifs hein, sur notre filière. Dans notre région, on a quand même une AOP, qui est l'AOP Pomme du Limousin, avec notamment une charte qualité sur les Golden. Et puis, on a la Fredon Nouvelle-Aquitaine qui édite des BSV. Donc, il y a 2 BSV fruits à pépins en Nouvelle-Aquitaine, un pour le sud Nouvelle-Aquitaine et un nord Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ça, c'est des bonnes ressources aussi auxquelles on peut s'abonner gratuitement.